Bonjour et bienvenue. Alors, quand on pense au transhumanisme, on imagine tout de suite des puces sous la peau, des intelligences artificielles. Le futur, quoi. Oui, voilà, un futur très 21e siècle. Mais si je vous disais que les racines de l'homme augmenté, de cet homme de demain, se trouvaient en fait à l'époque des machines à vapeur. C'est assez contre-intuitif. C'est le voyage un peu déroutant qu'on va faire aujourd'hui. On va s'appuyer sur un article vraiment passionnant de Pierre Frazé, Le progrès selon le transhumanisme. L'idée, c'est d'explorer comment des penseurs de l'ère industrielle ont pu, peut-être sans même le savoir, semer les graines de ce qui nous obsède aujourd'hui. Exactement. Notre mission, si on peut dire, c'est une sorte d'archéologie des idées. On va voir comment un certain optimisme, né de la révolution scientifique, de la révolution industrielle, a pu engendrer des ambitions sur l'être humain qui nous semblent incroyablement contemporaines. C'est ça. Il s'agit vraiment de comprendre que ces débats ne sont pas sortis de nulle part. Ils ont une histoire, une filiation qui remonte bien plus loin qu'on ne le pense. Commençons alors ce voyage dans le temps. Le premier personnage qu'on croise, c'est un astronome du 19e siècle, Nicolas Camille Flammarion. Oui, un astronome. Et d'emblée, il assène une idée qui est une véritable claque pour l'ego de l'humanité de l'époque. Ah, une claque, oui, c'est le mot. Flammarion, en fait, en observant le cosmos, il arrive à une conclusion d'une simplicité désarmante. Laquelle? La Terre n'a rien de spécial. C'est une planète parmi des milliards, dans une galaxie parmi des milliards. Il n'y a pas, comme le dit joliment l'auteur, de panneaux VIP au-dessus de notre atmosphère. C'est la fin d'une certaine exception humaine, en quelque sorte. Complètement. Après Copernic, qui nous a, délogé du centre de l'univers, Flammarion suggère que la vie elle-même n'est pas notre monopole. Il va même plus loin, il postule que la vie est une tendance naturelle, presque une banalité cosmique. Et ce qui est fascinant, c'est que la science du XXe siècle lui a donné raison de manière spectaculaire. Ah oui, je pense à cette découverte mentionnée dans l'article, des organismes qui vivent au fond des océans, dans le noir absolu, sous des pressions qui écraseraient un sous-marin. C'est incroyable. La vie s'épanouit dans des endroits qu'on jugeait, totalement inhabitables. Et c'est là qu'on bascule. Oui, c'est là que ça devient une pensée qui préfigure le transhumanisme. Cette découverte, ce n'est pas juste une curiosité biologique, ça change la perception de ce qu'est la vie. Comment ça, dette? Si la vie est capable, par elle-même, de s'adapter à des conditions aussi extrêmes, aussi non terrestres en quelque sorte, alors ça ouvre une porte vertigineuse. Le raisonnement devient pourquoi l'humanité ne pourrait-elle pas faire de même, mais de manière consciente et volontaire? Exactement. On passe de l'adaptation subie, darwinienne, à l'adaptation choisie, technologique. Le lien est fait très clairement dans le texte. Si une bactérie peut survivre dans les abysses, alors peut-être que l'humain, avec quelques retouches biologiques, pourrait un jour vivre sur Mars. L'adaptation naturelle devient un modèle, une sorte de preuve de concept pour l'amélioration intentionnelle. C'est ça. Le message implicite, c'est que nos limites biologiques ne sont pas sacrées. Non, elles ne sont pas une fatalité, elles sont le produit d'une histoire évolutive terrestre, mais cette histoire, ce n'est peut-être pas la fin du livre. Flammarion, en nous faisant regarder les étoiles et les fonds marins, il désanctuarise la condition humaine. Il nous dit « notre biologie actuelle n'est peut-être qu'un état temporaire ». Voilà. Ni le centre de l'univers, ni l'aboutissement ultime de la vie. Et cette idée d'un état temporaire à dépasser, c'est le cœur du réacteur chez un autre penseur de l'époque qui va la pousser beaucoup, beaucoup plus loin. William Winwood Reid. Ah, Reed. Son livre, The Martyrdom of Man, est qualifié de manifeste pré-transhumaniste. C'est un terme fort, ça. Est-ce que ce n'est pas un peu anachronique de plaquer un concept du XXIe siècle sur un auteur du XIXe? C'est une excellente question et elle est tout à fait légitime. Mais honnêtement, quand on regarde les idées de Resed, la parenté est troublante. Vraiment. Il exprime avec une clarté sidérante ce qui est l'intuition fondamentale du transhumanisme. L'humanité n'est pas une fin en soi, c'est une étape, une transition. Il va jusque-là, hein. Oui, il écrit que l'être humain, en développant son intelligence, pourrait transcender sa condition organique pour devenir autre chose. Autre chose. C'est ce autre chose qui est la clé. Il ne dit pas quoi, mais il ouvre cette possibilité que l'avenir de l'homme, ne ressemble pas à l'homme. Autre chose, ça peut être mieux, plus fort, ou comme le suggère l'auteur avec une pointe d'ironie, juste moins fatigué. Le parallèle avec notre vocabulaire est saisissant. Ah oui, là où Riet parlait d'un humain qui serait plus que l'humain, les ingénieurs de la Silicon Valley parlent aujourd'hui d'un humain mis à jour.
version 2.0. Oui, et l'analogie de la mise à jour logicielle est particulièrement bien choisie dans le texte. On fait une mise à jour, je cite, avec espoir, crainte et la conviction secrète qu'on va tout casser. C'est tellement ça. Cette phrase capture l'ambivalence fondamentale du projet. D'un côté, la promesse d'une amélioration, de corriger les bugs, La maladie, le vieillissement. et de l'autre, la peur vertigineuse de perdre quelque chose d'essentiel, de casser notre humanité en voulant la réparer. Et Reed a formulé cette tension, ce drame philosophique, il y a plus de 150 ans. Ce n'est pas juste un projet d'ingénieur. Et il ne se contente pas de poser un rêve. Il identifie aussi ce qu'il pense être les deux moteurs de cette transformation. Le premier est très ancien, très ancré dans son époque, la prospérité économique. Absolument. Il faut se remettre dans le contexte. C'est l'apogée de l'Empire britannique, de la révolution industrielle. Il y a une foi quasi mystique dans le progrès matériel. C'est vrai. Pour Reed et pour beaucoup de ses contemporains, la misère, la maladie, l'ignorance, tout ça, ce sont des problèmes techniques. Des problèmes qui peuvent être résolus par une meilleure organisation et... Plus de richesse. Il cite l'Amérique comme exemple, non? Oui, il voit l'Amérique de l'époque comme la preuve que l'enrichissement peut générer un optimisme, une force capable de tout surmonter. C'est là que la connexion avec le présent devient fascinante. Les transhumanistes d'aujourd'hui, ils ont gardé la structure de ce raisonnement, mais ils ont changé une variable. Laquelle? La richesse. Elle a été remplacée par la technologie comme levier principal. La translation est parfaite. La logique reste la même. Utiliser un outil extérieur pour corriger les défauts de notre condition. Mais l'outil change la nature de la question. C'est-à-dire, la question du 19e, c'était « la prospérité peut-elle nous rendre meilleurs ?» L'histoire a montré que, c'était un peu plus compliqué, on peut le dire. Notre question aujourd'hui, c'est « la technologie peut-elle nous rendre meilleurs ?» Et l'auteur pose une question sceptique qui fait mouche. Certes, la fortune n'a pas garanti la sagesse, mais peut-être qu'un implant neuronal le fera, qui sait. On sent bien qu'on a juste déplacé le même espoir sur un nouvel objet. C'est ça. Ce qui nous conduit au deuxième moteur identifié par Reed, la science. Mais une science qui n'est plus seulement descriptive, elle devient prescriptive. Prescriptive, oui. Il l'envisage comme un outil pour, et je cite, « faire disparaître le purgatoire terrestre ». C'est une formule incroyable. L'idée, c'est d'arrêter de subir la nature, mais de la comprendre pour la corriger. Ce qui est frappant, c'est à quel point cette phrase sonne moderne. Elle pourrait être le slogan d'une start-up de biotech. C'est l'essence du projet transhumaniste, en fait. Oui, passer du statut d'observateur passif à celui d'ingénieur actif du vivant. Il ne s'agit plus seulement de comprendre les lois de la biologie, mais de les réécrire. C'est un changement de paradigme total qui était déjà en germe chez Reed. Il dit en substance « arrêtons de prier pour que les choses aillent mieux et utilisons la technique pour qu'elles aillent mieux ». Voilà. Et ça devient très concret. Ce ne sont pas de grandes abstractions, mais bien de réparer ce que l'évolution a bricolé à la va-vite, pour reprendre les termes du texte. C'est ça. On parle de corriger la myopie, la fatigue chronique. Ou même des choses plus triviales, comme les genoux qui craquent. C'est une approche d'ingénieur appliquée au corps humain. Exactement. On parle d'un problème, d'une limitation, et on cherche une solution technique. L'ambition de Reed, c'était de maîtriser les lois de la physique et de la chimie pour transformer le monde. Aujourd'hui, on parle de maîtriser la génétique et les neurosciences pour transformer l'humain. L'échelle a changé. Oui, les outils sont passés du microscope à l'éditeur de gènes CRISPR, mais l'impulsion de base, cette volonté de maîtrise, de correction, est rigoureusement la même. Et cette volonté de maîtrise nous amène à son idée la plus radicale. La plus radicale, celle qui pouvait sembler blasphématoire à son époque. Il va jusqu'à imaginer que l'homme pourrait devenir comme un dieu. C'est une affirmation colossale, c'est vrai, mais il faut bien la comprendre. Il ne parle pas d'un Dieu religieux, omniscient, surnaturel. Son Dieu à lui, c'est un créateur, un maître des forces de la nature. Il utilise une métaphore, je crois. Oui, celle du jardinier céleste. L'humanité n'est plus une simple créature qui subit le climat de son jardin, elle devient le jardinier, qui peut remodeler le paysage, créer de nouvelles espèces, décider de la pluie et du beau temps. C'est l'image d'une prise de contrôle totale. Totale sur notre environnement et, par extension, sur nous-mêmes. Et encore une fois, le parallèle avec aujourd'hui est direct. Les transhumanistes ne disent pas autre chose, ils ont juste changé le vocabulaire. C'est une excellente mise en perspective. Le bâton magique de Reed. Est devenue l'ingénierie génétique. Les incantations sont devenues des lignes de code. Voilà. L'ambition reste la même, mais elle s'est enveloppée dans le langage de la science, de la technologie. Ce qui était une métaphore philosophique poétique au XIXe siècle est devenu un programme de recherche scientifique au XXIe.
Ce qui était de l'ordre du rêve est entré dans le champ du possible. Exactement. Et ce qui a changé, de façon radicale, c'est que nous avons maintenant des outils d'une puissance, d'une précision, que Reed n'aurait même pas pu imaginer. L'autre grand changement, et l'article insiste beaucoup dessus, c'est le rythme, le concept d'accélération du savoir. Ah oui, l'accélération. On a l'impression que plus de choses ont changé dans les 150 dernières années que dans les 2000 ans qui ont précédé. Le recul des maladies, l'omniprésence des machines, la puissance de calcul. C'est exponentiel. Et cette accélération, elle mène inévitablement à des concepts qui, eux, sont totalement nouveaux et propres à notre époque. Je pense à la singularité. La singularité technologique, théorisée par Ray Kurzweil, Oui, l'idée que le progrès technique va atteindre un point de non-retour, un moment où il deviendra si rapide, si profond, qu'il échappera à notre contrôle et transformera radicalement l'humain. Ce n'est plus une progression linéaire. c'est une rupture. Une rupture, tout à fait. Ce n'est plus un slogan de science-fiction, mais la continuation logique de cette trajectoire entamée au XIXe siècle. Le transhumanisme s'inscrit pleinement là-dedans. Dans un futur où les machines ne sont plus de simples outils, mais des partenaires, voire des extensions de nous-mêmes. Des extensions qui nous aideront à dépasser nos limites cognitives, physiques. Et l'auteur conclut ce point avec une touche d'humour qui nous ramène sur Terre. Ah oui, Il dit que ces machines nous aideront peut-être à fusionner avec l'intelligence cosmique, mais aussi, plus prosaïquement, à nous souvenir de nos mots de passe. c'est une façon de dire que ce grand projet oscille constamment entre des ambitions métaphysiques et des applications très concrètes de notre quotidien. L'homme augmenté devra toujours gérer ses notifications. En définitive, ce que cette exploration nous apprend, c'est que l'idée centrale du transhumanisme, cette conviction qu'on peut faire mieux que la nature, qu'on doit réparer ce que l'évolution a assemblé de manière imparfaite, Ce n'est pas du tout une invention de la Californie du XXIe siècle. non. C'est l'héritage direct de cet optimisme, parfois un peu naïf, mais extraordinairement puissant, de l'ère industrielle. Tout à fait. L'auteur conclut avec une image que je trouve très juste, celle du progrès comme un feuilleton sans fin, une saga. Une saga, j'aime bien l'idée. Flammarion et Ried ont écrit les premiers épisodes, dans un décor de vapeur et de charbon, animé par une foi dans la science qui était presque religieuse, et depuis, chaque génération a ajouté son propre chapitre. Avec ses propres outils, ses propres espoirs, ses propres angoisses. C'est une histoire continue de l'ambition humaine de se dépasser elle-même. Et il ajoute une précision importante. Ces épisodes sont parfois brillants, parfois embarrassants. C'est une manière de dire que le progrès n'est pas une ligne droite et glorieuse. Non, c'est un chemin tortueux, fait d'essais, d'erreurs, de percées fulgurantes et d'échecs cuisants. Cette idée de saga est essentielle, car elle nous rappelle qu'on ne part pas de zéro. On est les héritiers de ce débat, hein. Exactement. Les dilemmes éthiques qu'on affronte aujourd'hui sur l'IA ou la génétique, ce sont les versions modernes des questions que Reed se posait déjà sur le pouvoir de la technique. Il est crucial de connaître les épisodes précédents pour comprendre celui qu'on vit. Ce qui nous amène à une pensée finale, une question à laisser en suspens. Si on accepte cette métaphore du progrès comme une grande saga où notre époque n'est qu'un épisode, la question qui se pose à nous est vertigineuse. Dans cette grande histoire de l'ambition humaine, quel genre d'épisode notre génération est-elle en train d'écrire ?